Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 20e numéro de votre émission 52 minutes chrono. L'actualité bien évidemment est riche et variée. Elle est surtout marquée par un début de saison inhabituel pour nos athlètes. On parle d'athlétisme entre record et minima. La saison entamée par de grandes, très grandes performances même. Voilà, donc c'est le thème principal pratiquement de ce 20e numéro. On parlera également de sport et Ramadan. C'est bientôt le mois de carême, l'occasion de relancer le débat sur la pratique pour les sédentaires et les athlètes d'élite. On parlera basketball avec le MB Stawali qui profite de la défaite et du faux pas du Wydad de Boufarik pour prendre 4 points d'avance sur son adversaire, à savoir le Wydad de Boufarik, comme d'habitude avec toute l'équipe de 52 chronos et surtout égayé par ses invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un habitué à 52 chronos, la personne de Houssine Mohamed, conseiller en sport, ancien athlète et surtout toujours au service de l'athlétisme algérien. Houssine Mohamed, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir que d'être parmi vous. Voilà, et vous êtes venu au bon moment pour parler des grandes performances que réalisent nos athlètes actuellement, notamment en ce début de saison. Le plaisir également de recevoir un triathlète, mais qui est également un nutritionniste pour parler du sport durant le mois sacré de Ramadan. Il s'agit de M. Nassardine Ben Abdessalam. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà. Et vous serez aujourd'hui assisté par notre cheikh, Dardine Belhadjouja, ex-président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Badro, notre consultant, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed, et puis je suis très content en face de Mohamed Houssine, un ancien athlète et puis compagnon de parcours. Vous avez vu grandir, oui. Ah bah oui, et aussi en face d'un scientifique et d'un nutritionniste qui va nous donner ces idées, c'est très bien pour nos chers téléspectateurs, que j'espère seront nombreux aujourd'hui. Et ils sont toujours nombreux chaque lundi à nous suivre et à nous encourager. C'est Ahmed Bouraï, bonsoir. Bonsoir à tous et toujours ravi d'être sur 52 chronos. Voilà, c'est parti pour 52 minutes et plus même pour revenir sur les faits marquants de l'actualité. Déjà pour commencer, avant de revenir en images sur ces journées scientifiques, donc c'était à l'université 3, Alger 3, donc de Del Ibrahim. Le thème c'était donc le sport durant le mois sacré. Donc c'était suite à l'initiative de l'ADGS d'Alger, en collaboration avec le laboratoire de la performance motrice de l'université de l'Institut de l'éducation sportive Alger 3. Oui. Et donc c'était sous la thématique de nutrition, sport pendant le Ramadan, pendant les jours du jeûne de Ramadan, entre athlètes élites, amateurs. Oui. Il y avait plein de docteurs, professeurs du domaine de la nutrition et de sport. Donc il y avait plein de sujets à traiter sur cette thématique-là, plein de détails, parce qu'il y en a vraiment assez de paramètres à discuter. Voilà, c'est un débat profond, on va dire. La coïncidence fait que M. Houssine Mohamed a déjà fait des écrits par rapport à ça. Abdel Belhadjouja a son avis de technicien également à dire. Des nouvelles de Houssine Mohamed également, puisque vous avez déjà été entraîneur national, conseiller en sport. Actuellement, qu'est-ce que vous faites exactement, certainement dans le domaine scientifique? Oui, j'essaye de m'étaler sur certaines choses que j'ai pas eu le temps de faire pendant les années où j'étais avec les athlètes de très haut niveau. Donc c'était après la retraite de Bourada. Après la retraite de Bourada, maintenant je me suis donné à cœur pour gagner de certaines choses. Notamment, personnellement, j'ai un projet personnel qui est l'élaboration d'une application qui gère la planification de l'entraînement en tenant compte des différents paramètres de filière énergétique, entraînement de la force, les sauts, en intégrant l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un projet que j'essaie
de monter et Tout en restant sur le terrain, bien tout sûr. en restant sur le terrain avec les jeunes parce que maintenant j'ai 3-4 jeunes avec qui j'ai commencé mais bon on Et peut en revenir collaboration sur avec cette- CNMS oui, également. oui. En d'autres thèmes, je travaille avec des athlètes qui ont parfois des blessures au À niveau répétition. musculaire et récurrentes. Et donc, on essaie de travailler sur la prophylaxie, donc comment éviter le récidive et de ne pas tomber, d'éviter les blessures, avec tout en modélisant avec le CNMS, le Centre national médico-sportif, des méthodes de prévention, de guérison en physiothérapie et conjointement avec la méthodologie d'entraînement. Voilà, pour résumer un petit peu ce que vous faites actuellement, et vous serez certainement heureux d'annoncer au public algérien et surtout de revenir sur les performances que réalisent nos athlètes actuellement. Oui, On va oui, commencer oui. par ce jeune, ce prodige, ce phénomène, Bdardine Belhadjouja, le sauteur en hauteur Younes Ayashi, qui a réalisé une barre stratosphérique de 2,28 m alors qu'il n'a seulement 17 ans. Il n'a pas encore 18 ans. 17 ans et 300 Effectivement. jours. Et 300 jours, plus exactement. C'est tout simplement exceptionnel. C'est tout simplement exceptionnel. Nous avons un athlète aujourd'hui où tout le monde, toutes les structures, si vous voulez, sportives dirigeantes, doivent se pencher sur ce cas parce que c'est une médaille assurée pour les prochains Jeux Olympiques ou même d'après parce qu'il n'a que 17 ans. Il réalise 2,28 m, on le voit sur image, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, ça me rappelle quand même un certain Belfa, si vous avez connu Atman Belfa, oui. Atman Belfa, qui était aussi exceptionnel au niveau de ses chevilles. Et ce jeune, je pense que Mohamed Hossein sera d'accord avec moi, il a une marge de progression. Moi, je l'ai vu, je pense qu'il n'a pas encore trouvé son angle d'impulsion, parce que le saut en hauteur, pas comme le saut en longueur, c'est une orientation de l'impulsion vers le haut, et c'est très délicat de trouver cet angle-là. Et je pense s'il va retrouver cet angle, le mariant à sa course d'élan en curviligne, je pense qu'il va progresser énormément. Hossein Mohamed, également, qui est conseiller en sport, spécialisé plus spécialement dans les épreuves techniques et qui a vécu avec le grand champion Abdelrahman Hamad, puisqu'il fait partie de la même génération où vous étiez athlète. On peut parler de phénomènes, notamment quand on revient au concours précédent, où il avait terminé à 2,26 m, un concours exemplaire, toutes les barres réussies de 2,05 m jusqu'à 26 au premier essai. Oui, en effet, comme le vient de dire Cheikh Pedro, c'est un athlète qui présente un On potentiel. va revoir le saut, oui, allez-y. C'est un athlète qui présente un potentiel extraordinaire, voire exceptionnel. Donc, j'ai eu le témoignage de l'entraîneur de la local woman du 100 hauteur l'an passé, qui m'avait confié, qui m'avait tout simplement dit que s'il y a une personne sur Terre qui peut battre le record du saut en hauteur, c'est bien ce garçon-là. 2,45 m. Donc, qui est à 2,45 m et que personne, à part Barsom, n'a pu l'approcher depuis 92 ou 91. Salamanca En 92. Donc, c'est un athlète, maintenant, il est pris en charge par Amin Hafad, qui est un docteur en méthodologie d'entraînement, ancien conseiller en sport, ancien athlète de haut niveau. Donc, il faut rendre hommage aussi à son entraîneur formateur, qu'il a découvert, qu'il a préservé quand même, il faut le dire, parce que quand on a Il a emmené à 2,21 m surtout. Oui, quand on a un potentiel comme ça, parfois on a tendance à s'emballer un peu, à chercher de la performance et tout. On voit maintenant qu'il a pris tout le temps Il a respecté les étapes de progression. C'est à son honneur, ça. Et donc, maintenant, c'est un potentiel qui m'a calé. Il fallait passer à ce... Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, donc à la prise en charge, qui consiste à donner, à le mettre dans des conditions nécessaires, parce que c'est une autre dimension de très haut niveau, c'est des exigences donc maintenant il faut passer à cette dimension et ne plus tarder, et ne plus c'est-à-dire maintenant c'est bon, le potentiel maintenant
il est confirmé. Et je sais que actuellement il y a une collaboration avec un entraîneur de très haut niveau qui collabore avec Haft Amin en la personne de Topic, Oui. qui lui aussi détient le record du monde, Junior. junior du 100 hauteur. Et il a sa fille aussi à 1m98, il a aussi pas mal d'athlètes médaillés au championnat du monde. Donc maintenant, il faut que le staff soit élargi. Surtout, oui. Et dans le domaine technique, dans la prise en charge médicale, la prophylaxie, la récupération, la gestion. Maintenant, il a signé avec un grand manager pour la gestion de sa carrière en matière d'engagement dans les meetings de très haut niveau, d'équipementier et tout. Donc, je pense qu'il est... Il faut le mettre dans un il faut climat le mettre favorable. dans un climat... C'est Ahmed, c'est tout un monde. Hein. La performance ne vient pas seule, c'est un staff, c'est un climat favorable à la réussite et c'est surtout de vrais techniciens pour emmener cet athlète à un podium olympique, Inch'Allah. Oui, tout à fait, mais ce qui est rassurant, Mokhtar, c'est que ce jeune homme a la tête sur les épaules. Il sait très bien qu'est-ce qu'il doit faire, que le chemin est encore très long et qu'il doit s'entourer de gens du métier, bien sûr. Et c'est quand même rassurant à cet âge-là de voir quelqu'un de mûr dans sa tête. Et vous allez confirmer ça à travers ce sonore, cette dimension sonore que nous a envoyé le jeune Ayashi. C'est plutôt Sarah Derbel qui a eu le feeling de journaliste pour le contacter et surtout avoir ses impressions après cette grande performance. On l'écoute. السلام عليكم. معكم يونس عياشي. الحمد لله قدرت نحقق قفزة 228. كانت لحظة استثنائية ومؤثرة جدا في مسيرتي الرياضية لأنها لم تكن مجرد رقم بل نتيجة عمل طويل وتضحيات كبيرة. تحطيم الرقمين الوطني والإفريقي يعد شرف كبيرا لي وفي نفس الوقت مسؤولية تدفعني لمواصلة العمل والتطور. وعشنا تلك اللحظة بتركيز عالي وثقة كبيرة. كانت المنافسة قوية ومليئة بالحماس وهو ما حفزني على تقديم أفضل مستوى لدي. شعرت أنني في يومي وأن التحضيرات البدنية والذهنية كانت في المستوى المطلوب. التأهل إلى بطولة العالم داخل القاعة يعتمد على تحقيق الحد الأدنى وأيضا على الترتيب العام لأفضل 12 لاعب في حال المشاركة. ستكون فرصة مهمة بالنسبة لي لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك بالمستوى العالي إضافة إلى التحضير الجيد لبقية الموسم. في المرحلة المقبلة هدفي هو تثبيت المستوى الحالي وتحسين أرقامي أكثر مع المشاركة بقوة في المنافسات الدولية القادمة خاصة بطولة العالم للشباب. والحلم الأكبر هو تشريف الجزائر في المحافل الدولية. وشكرا لكم. Voilà, il vient de confirmer ce que vous disiez, Sid Ahmed Bouraïb, la tête sur les épaules et surtout, il sait bien ce qu'il veut durant sa carrière et il veut surtout honorer les couleurs nationales. C'est épatant, hein Ça fait plaisir de voir ce genre de jeunes talentueux. Apparemment, là, il y a un facteur quand même, il y a un travail qui a été fait, c'est sûr, qui a été fait. Et puis, il y a le facteur génétique, n'est-ce pas, coach? Oui, bien sûr. On n'est pas... J'imagine. C'est exactement, oui. Mais j'imagine aussi le talent contribue. Oui, le travail qui a été fait. Donc, ce genre de résultat, c'est plus que sûr, suite à un travail vraiment bien planifié du staff. Et ça procure également la satisfaction de son entraîneur qui fait son premier constat et sa première intervention depuis qu'il a pris en charge. On écoute Amin Hafat.
Voilà, donc avant d'écouter, la gestion émotionnelle, Abdaldin Belhadjouja, c'est important durant un concours de 100 hauteurs. Il faut dire que des fois ça dépasse les 2 heures et demie de compétition, donc il faut bien gérer ses nerfs. C'est le conseil du technicien? Oui, absolument. C'est un facteur qu'il faudrait gérer par son entraîneur. Il apprend. Il est encore jeune, il est en train d'apprendre. C'est vrai que c'est un talent, mais comme il a si bien dit Mohamed tout à l'heure, il faut aller doucement avec lui, il ne faut pas brûler les étapes. Il est en formation, il n'a que 17 ans. C'est vrai qu'il a une performance mondiale, mais est-ce que le mental va suivre? Ça, c'est très important de canaliser ses émotions, de l'assagir un peu pour qu'il puisse mieux avancer. Hein, donc, nous avons un champion né. Ce champion, il va falloir fournir toutes les conditions nécessaires. Et quand je dis toutes les conditions, ce n'est pas uniquement la technicité, l'entraîneur, etc., mais les moyens. Les moyens, il faut le mettre dans une sphère de haute performance. Il faut lui donner ce qu'il faut lui donner aujourd'hui. Quand on compare le football avec l'athlétisme, désormais, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais il faudrait se pencher sur ces champions. Il n'est pas le seul, puisque tout à l'heure, on va parler d'autres jeunes qui ont émergé au mois de février, un début de macrocycle, mon ami. C'est des performances extraordinaires. C'est extraordinaire et c'est le bilan. On écoute Amin Hafad, l'entraîneur de Younes Ayachi. Tous, donc mes impressions sont très positives, sincèrement sont très satisfaisantes. Les 2 dernières performances réalisées par l'athlète Ayachi Younes confirment le travail accompli depuis quelques mois. Donc on voit une vraie stabilité dans les résultats, une progression technique nette, une maturité qui évolue très vite malgré son jeune âge. Il a 17 ans, il aura 18 ans le mois d'avril prochain. Donc la performance réalisée avant-hier au meeting de Wanhai, c'est 2,28 m avec un nouveau record national et une victoire. Il a dominé le concours. Dans un meeting classé bronze par la Fédération internationale de World Athletics, montre que Younes commence à s'imposer au niveau international. C'est très encourageant pour la suite, Inch'Allah. À moyen terme, notre objectif prioritaire, reste clairement le championnat du monde junior qui vont se dérouler aux États-Unis le mois d'août, Inch'Allah, avec l'objectif d'y arriver dans les meilleures conditions possibles. Et bien sûr, à long terme, le projet est beaucoup plus large. Construire son évolution vers le très haut niveau senior, donc étape par étape, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, Inch'Allah. Ça va constituer l'objectif ultime. Et il y aura d'autres objectifs pour cette saison, à commencer par le championnat du monde indoor qui va se dérouler le mois de mars prochain, s'il sera qualifié, parce que le mode de qualification est un peu spécial, avec des minima, avec des rankings. Ils vont prendre les 12 premiers. Donc s'il sera qualifié, cette compétition sera utilisée comme étape de préparation et d'apprentissage encore, sans trop de pression. Nous avançons avec ambition, avec sérénité, avec patience aussi, car le potentiel, il est là, il est réel. Inch'Allah, l'avenir sera prometteur, Inch'Allah. Merci. Voilà, il a bien résumé, synthétisé son intervention concernant son constat sur l'athlète qu'il entraîne, qu'il a pris en charge depuis quelques mois déjà. Moi, je suis émerveillé par le discours de l'entraîneur. Quant à dire que les championnats du monde peuvent être une étape, si vous voulez, une petite étape de préparation et pour voir mieux l'avenir, ça c'est important. Ça veut dire qu'on ne va pas précipiter et brûler les étapes qu'il faut. Rarement on voit des entraîneurs, rarement on trouve des entraîneurs qui ne brûlent pas des étapes, qui ne... Et ça c'est bien, et ça c'est bien, et comme je l'avais dit tout à l'heure, le ministère, le comité olympique doivent se pencher sur ce jeune-là, vous savez, il y a des entraîneurs qui ont quitté l'Algérie. Tout simplement, ils font le bonheur des athlètes étrangers, surtout dans les pays du Golfe, faute de moyens, faute de visa. Ils se sont... Tiens, Talhi Azdin, qui a été le formateur du triple sauteur,
Teleki, il a quitté tout simplement parce qu'un entraîneur doit consacrer tout son temps sur le terrain. Or, lui, il courait après l'administratif, aller voir si son visa est prêt, si le visa de l'athlète est prêt, pour pouvoir aller faire une compétition à l'étranger. C'est aberrant. Il faudrait que l'État se penche sur ces jeunes athlètes. Tout simplement, c'est des potentiels. La nature de la prise en charge. Oui, effectivement. Il ne faut pas laisser l'entraîneur ou l'athlète penser à l'équipement, penser à un visa, penser à comment il va s'inscrire dans un meeting, etc. Tout ça devrait, comme notre ami l'a dit tout à l'heure, étoffer le staff technique, un qui s'occupe de l'administratif, l'autre qui s'occupe de... Et l'entraîneur est là pour orienter la tête, pour faire progresser cet athlète, et l'athlète lui-même est tranquillisé après. Ouais. Hossein Mohamed, il en a souffert de ces aléas qui freinent un petit peu l'élan d'une carrière, mais il n'a pas baissé les bras, il est toujours derrière les athlètes. Oui, mais je dois juste préciser que dans les années 2000, quand j'ai commencé avec Bayra Houli en 2001, on n'avait pas ce genre de problème. Il y avait le système de bourse, on avait la bourse qui était versée au début de saison pour l'athlète. Contrat-programme, c'est ça. Oui, le contrat-programme, le planning de la saison était établi, respecté, et franchement, dans les années 2000, début des années 2000, on était dans de très bonnes conditions. Ouais. On a eu à Sydney. Ça, je peux en témoigner. Très grand la nombre de génération médailles. Sydney et après Sydney. Donc on était franchement dans le système. Revenir à ce qu'on faisait il y a juste 25 ans. Si je peux me permettre, revenir, mais tout en c'est-à-dire tout en s'imprégnant des exigences actuelles. Parce que les choses ont progressé, les exigences du haut niveau actuel. Voilà. Donc je pense qu'on est un peu dépassé par cela. Un athlète qui a un petit peu, en quelque sorte, raté un petit peu sa carrière, sa saison dernière. Donc il s'agit de Ali Gouanet. On attendait beaucoup de cet athlète. Il a été demi-finaliste à Paris. Ensuite, il a eu des résultats mi-figue, mi-raisin la saison dernière. Cette fois-ci, il revient en force avec un 1,44,76. Et une 44-67. 67 plutôt. Oui, une 44-67 en salle. C'est extraordinaire. C'est tout simplement le nouveau record d'Algérie. Dieu seul sait combien d'athlètes sur 800 mètres a eu l'Algérie. Et lui, tout jeune, vient de battre le record d'Algérie. On le voit sur image. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez, il est un peu crispé, c'est vrai. Il doit encore travailler sa fluidité. Ça veut dire que Gouanet a aussi une marge de progression dans ses jambes. Il peut encore progresser et si, ma foi, sa planification sera correcte, je pense qu'il ira très loin. Une 44-67 mois de février. C'est une discipline où on avait en Algérie, il y avait Toufiq Mkhloufi, il y a Saïd Garni Jabir. Donc je parle des médailles olympiques et médailles aux championnats du monde et aux Jeux olympiques, où il y avait Sdjati Jamal, etc. Donc pouvoir battre le record d'Algérie dans cette spécialité, dans un pays comme l'Algérie, démontre que quand même le potentiel y est. Ça nous donne combien en plein air? Généralement, il y a 1 seconde et demie entre le curve parce qu'il y a le 200 mètres avec l'inclinaison de son préfuge. Les forces centrifuges sont très prononcées. Donc, généralement, ça donne une seconde. 1 seconde 5, oui. 1 seconde 5 entre le indoor et le outdoor. Voilà, une 44-67. Donc pour l'instant, pour le moment. C'est-à-dire, il est en train de progresser. Il a fait que 2 meetings pour l'instant. Je pense qu'il va enchaîner au moins 2 meetings avant les championnats du monde. 45. Alors, une 45-48, exactement. C'est la performance de... et je pense et c'est lui qui détenait le record avant... Oui, le record d'Algérie. En salle. Et surtout, il a battu le record d'Algérie en 600 mètres à Potchefstroom. Sur 600 mètres, celui qui a été détenu par Sdjati. Donc, quand il a fait une 35 ou 36, donc c'était dans cette année que Sdjati a réalisé une 41 l'été en plein air. Déjà, c'est bien d'avoir 2 athlètes au championnat du monde. Pour l'entame de la saison.
Voilà, pour l'entame de la saison, une spécialité où ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de très très grandes performances, le lancer du poids. Le lancer du poids, oui, bon, c'est à 17,72. 17,72. Mouaki Akram, oui. Donc c'est une bonne performance pour nous, pour l'Algérie, mais il faut reconnaître qu'en matière de lancer, on accuse un peu de retard. On n'a pas encore le niveau pour s'approcher vraiment de ce qui se fait au mieux au niveau mondial. Salah Derbel donc, a contacté Akram Mouaki après la compétition. Il nous livre ses impressions. Il remercie en même temps Canal Algérie pour son intérêt à l'athlète. السلام عليكم معكم العداء مواقع محمد أكرم اللي تمكنت دانييرمون من تحطيم الرقم القياسي الوطني اللي عنده 49 سنة. الحمد لله هذا كان في الديبيوت سيزون. الناس اللي تعرف الرياضة وتعرف يعني سبورت بيرفورمانس تفهم باللي مازال يعني العام طويل ولا مارج دو بروغريسيون ان شاء الله تكون عالية أكثر. ولا نفيزيو ان شاء الله فوق 18 20 هذا الموسم. يعني هاد النتيجة كانت بفضل المدرب اللي نخدم معاه الآن اللي هو أمريكي وكان بطل سابق وعنده أبطال أولمبيين وبارالمبيين. والفضل الكبير يعود الوالدية والمدربين اللي خدموا معايا في الجزائر اللي هما نوار زين الدين وياسين كريم اللي بهم تمكنت من الحصول على منحة رياضية ودراسية هنا في أمريكا وليست بالأمر السهل. الحمد لله ما زال العام طويل إن شاء الله وما زال لي زوبجيكتيف إن شاء الله ونمثلوا الجزائر احسن تمثيل. ونشكر ليكيب تاع قناه الجيري على هذه الالتفاته اللي داروها لرياضه العاب القوى اللي هي رياضه لازم يهضروا عليها بزاف وبزاف وتتميدياتيزا بزاف لانها جلبت ابطال اولمبيين كبار ولا ليست طويله بزاف وابطال عالميين وجينيراسيون يعني اللي جايه دوك ثاني ما شاء الله. وان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا والسلام عليكم. Voilà, sympathique Akram Sahar Mdanek, toi également. Et merci pour ta disponibilité. Merci à Sarah Derbel qui l'a contacté également. Donc je rappelle, 17 mètres 72, c'est le record d'Algérie junior de la spécialité. Un record qui résiste, c'est celui des seniors également. Oui. Donc, c'est Jean-Marie Djbaili. Oui, on salue au passage. Bon, apparemment, il a le potentiel pour aller chercher des performances supérieures. D'autant plus qu'il est aux États-Unis, avec l'environnement qu'il y a là-bas. Je pense qu'il va ouvrir quand même le chemin pour des performances hautement supérieures. Le record d'Algérie du 400 mètres plat, plus que jamais menacé, celui de Malik El-Wahla Abdardine Belhadjouja. Eh oui, un très bon chrono avec 45,56. CQ réalise un nouveau record d'Algérie. Tout à l'heure, on a parlé de la différence entre la salle et en plein air. Moi, je pense que quand même, il y a au moins une seconde, oui. Au moins une seconde de différence. Dans sa spécialité, oui. Oui, donc il est déjà, disons, à 44,56 en plein air à sa deuxième compétition. Compétition. Et c'est extraordinaire. À Alabama. Mois de février, oui. Donc voilà, un autre jeune qui pointe à l'horizon et qui ne demande que le soutien. Rappelons-le, il s'entraîne aux États-Unis. Donc nous n'avons pas encore une fois les moyens qu'il faut pour le haut niveau ici en Algérie. Surtout. Donc c'est pour cela que nos jeunes fuient le pays, partent ailleurs pour se retrouver dans une sphère de préparation logique. Logique, pour le moment, nous n'avons pas cette sphère ici, donc il faut protéger nos athlètes et leur donner le maximum de confort pour qu'ils s'intéressent, qu'ils se concentrent surtout sur l'aspect sportif et pas sur autre chose. Voilà, c'était une belle page, hein, athlétisme. Donc, oui, il y a juste Chnitef aussi. Effectivement. Qui est proche des minima, qui est pour l'instant qualifié par le système ranking. 3,36. Donc 3,36 et quelques poussières, oui, il a sur fait 1500 mètres. 3,38 et le deuxième meeting. Donc on a un potentiel de 6 athlètes. Sans oublier Triki, Mohamed. Bien sûr, Triki, c'est ce qui est une valeur sûre. Oui. Médaillé au championnat du monde indoor. Médaille d'argent, Donc il est pris en charge Qui vient de réaliser 16 mètres 67 quand même, c'est extraordinaire. avec 12 foulées d'élan. Oui. Avec seulement 12 demi-course d'élan. foulées, donc 3 quarts. Disons pas, son élan complet il est de 16 foulées. Donc je pense qu'il était en stage en Afrique du Sud avec son coach Clément Old-Ahmed qui maîtrise très bien son sujet. Un ancien champion. Donc c'est un duo qui sont
dans la bonne voie. Et donc, Vous êtes pour le technicien algérien quand moi, vous entend. on voit les résultats. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas C'est des techniciens algériens. Hein, donc, c'est des techniciens algériens, à chaque fois, qui ont fait qu'on a eu des résultats à très très haut niveau, à commencer par Ammar Boras, la première médaille d'or olympique de l'histoire de l'Algérie indépendante, en passant par Morsli, Abdelrahman, il faut faire confiance aux techniciens algériens. Etc. Donc c'est toujours les Algériens qui ont donné satisfaction et on a démontré à maintes reprises que le technicien algérien maîtrise le sujet et peut apporter des médailles à très 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 haut niveau, à condition d'offrir et de donner les moyens nécessaires, mettre les conditions. Donc voilà. Si je peux me permettre, Mortal. Écoutez, c'est pas l'entraîneur qui manque en Algérie ou la technicité, ce sont les moyens et les exigences du haut niveau. Là, écoutez, des questionnements se posent. Est-ce que, par exemple, notre cher téléspectateur sait que pour réaliser moins de 1,45 secondes ou 800 mètres, il faut faire plusieurs séances d'entraînement jusqu'à l'épuisement, parfois même jusqu'à l'évanouissement. Est-ce que, par exemple, notre cher téléspectateur sait que toutes les subventions réunies, voilà le problème, toutes les subventions réunies de nos sections d'athlétisme sur le territoire national et les subventions des ligues et la subvention de la fédération, écoutez, ça ne coûte qu'un petit pourcentage des dettes d'une section de football. Donc, écoutez, ne me dites pas qu'il y a une stratégie. Donc, il n'y a pas de stratégie. Ça, c'est uniquement pour le financement, Mohamed. Jusqu'à présent, les fédérations n'ont pas eu le budget pour entamer la saison et donner les moyens à nos athlètes afin qu'ils puissent se préparer dans les meilleures conditions. On sait que le comité olympique, on sait que le football est un sport populaire, c'est le sport roi, etc. On peut tout dire. Par contre, ne pas se pencher sur les moyens qu'il faut donner à ces jeunes nés champions. Ils sont nés champions quand même. C'est des médailles sûres. Moi, je me révolte. Moi, je me révolte quand j'écoute là et là qu'il y a une stratégie au niveau de ce ministère. Moi, je dis non. C'est-à-dire il y a un temps administratif parce j'imagine qu'il y a le budget qui est décidé au mois de mars, un budget complémentaire et tout. Donc il y a un temps administratif pour la gestion des budgets, mais malheureusement qui ne coïncide pas et qui n'est pas favorable au temps de la préparation des athlètes. Et qui n'est pas suffisant, il faut le dire. Mais ça doit être protégé par une stratégie. Par une stratégie, il n'est pas suffisant, il faudrait pas qu'on soit de petits gagneurs. Non, il faut donner les moyens à qui de droit. C'est le SOS lancé par Dardim Belhadjouja, notre consultant, pour notamment l'omnisport d'une manière générale. Et vous avez oublié une question, est-ce que le téléspectateur sait qu'un footballeur dépense 10 fois moins d'énergie qu'un athlète ou un nageur ou un triathlète? C'est clair. Voilà, c'est parti. C'est une petite comparaison pour dire qu'il y a une légère, plutôt une injustice concernant l'intérêt accordé à certains sports. Voilà, il fallait passer par ce commentaire pour défendre les autres sports. On arrive à notre rubrique, deuxième thème aujourd'hui, le sport durant le mois sacré de Ramadan. Il y a eu une journée scientifique que Sarah Derbel a couvert pour Canal Algérie. Reportage et on se retrouve juste après. وقد تم اختيار هذا الموضوع لأهميته البالغة بالنسبة للأداء الرياضي في الشهر الكريم اللي هو على الأبواب إن شاء الله. Sport sain, alimentation équilibrée durant le mois sacré de Ramadan, c'est sous ce slogan que l'université Alger 3 de Del Ibrahim a accueilli une journée d'études dédiée à l'activité physique pendant cette période particulière. Organisée par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, en collaboration avec l'université et son laboratoire scientifique, la rencontre a rassemblé étudiants, entraîneurs,
cadre sportif et spécialiste autour d'un même objectif. Mieux accompagner les sportifs durant ce mois sacré. Ce genre de journée d'études, ça rentre dans le cadre du programme 2026 de la direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya d'Alger en matière de formation tous les acteurs du mouvement sportif de la Wilaya d'Alger. Alors, on a commencé déjà par les clubs sportifs amateurs et les ligues concernant la gestion administrative et financière. Aujourd'hui, nous sommes là avec les cadres, les cadres de la DGS qui sont dans la fonction de l'entraînement. Et puis, ça va s'étaler tout au long de l'année et ça va toucher tous les sujets liés au mouvement sportif scientifique, technique et même, bien sûr, en matière de gestion aussi. Une journée qui sera très bénéfique pour l'ensemble des participants, notamment les encadreurs sportifs qui vont avoir un grand travail pendant le mois de Ramadan. Donc c'est pour une vulgarisation et pour donner des consignes par rapport à la pratique sportive pendant le mois de Ramadan. Donc il y a une intervention d'éminents professeurs qui ont préparé un travail dans ce sens. De parler des impacts du jeûne, du changement du rythme, notamment du sommeil, des repas, les horaires de repas. Donc tous ces facteurs peuvent être une contrainte pour revoir la charge et l'adaptation des jeunes sportifs performants, qu'ils soient ou amateurs. Nous sommes ravis d'accueillir le retour d'expérience des entraîneurs surtout et collaborer avec les enseignants-chercheurs de l'université. Au programme, conférences et ateliers pratiques autour de la nutrition, de l'hydratation, du sommeil, de l'adaptation des charges d'entraînement, de la récupération et de la prévention des blessures. Des échanges scientifiques pour concilier santé, performance et jeûne. Le sportif musulman, il jeûne et il continue à pratiquer cette activité physique et sportive. Donc il s'entraîne et participe aux compétitions. C'est un moment d'échange avec une grande intensité, avec l'ensemble des acteurs du mouvement associatif, des acteurs du mouvement de l'entraînement sportif et aussi des académiciens qui vont donner leurs avis et exposent leur expérience dans un moment de débat scientifique. Sur ma spécialité, je fais surtout sur la physiologie et sur le métabolisme de l'activité physique et sportive pendant le mois sacré de Ramadan. Ce qui est important, c'est en réalité, il faut écouter son corps. C'est-à-dire, il faut être à l'écoute des limites du corps. Parce que lors du mois sacré de Ramadan, lors du jeûne, il y aura des modifications, une adaptation physiologique automatique qui va suivre avec le mois sacré. Donc l'athlète ou celui qui va pratiquer le sport doit écouter son corps pour pouvoir être performant. Parce que durant Ramadan, le rythme de vie change et le corps doit s'adapter. S'informer devient essentiel. Une initiative qui vise à donner aux entraîneurs et aux athlètes les clés pour préserver leur équilibre et maintenir leur performance. C'était un compte rendu sur cette journée scientifique. Vous étiez présent, vous avez pris part à cette journée. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir? On relance le débat à chaque approche du mois sacré. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir de cette journée? D'accord. Alors oui, c'était avec une présence de plusieurs athlètes en différentes disciplines, athlètes d'élite, athlètes amateurs. Et aussi entraîneur, président de club. C'était en fait un débat ouvert entre académiques et personnes sur le terrain. Donc on parle des entraîneurs, exactement. Et il y avait pas mal de preuves scientifiques où il y a l'avantage de s'entraîner pendant le mois sacré. Reste qu'il y a certaines exceptions, il y a certaines spécifications donc, qui diffèrent d'une discipline à une autre, d'une distance à une autre, d'une période à une autre. Donc actuellement, donc, le mois de Ramadan, donc, il est plus ou moins pas trop chaud, pas trop d'humidité, d'accord, donc plus ou moins allégé pour les athlètes d'élite surtout. Et puis l'idée c'est qu'il faut vraiment commencer la préparation de Ramadan avant Ramadan, d'accord. Donc la préparation, c'est comme le début de saison. Donc il faut toujours commencer par une préparation générale qui se fait
avant Ramadan, ça se planifie, donc tout dépend. Ça, c'est pour le sédentaire ou bien l'athlète d'élite? L'athlète d'élite surtout. Donc pour le sédentaire, c'est autre chose, mais surtout, on parle là sur les athlètes voilà, de haut niveau, les athlètes d'élite. Il ne faut pas que Ramadan soit un facteur vraiment bloquant, parce qu'on a vu pas mal d'athlètes qui ont, disons, perdu la préparation lors de Ramadan, donc ils finissent par reprendre, disons, la reprise après Ramadan, le rythme habituel, avec un rythme plus ou moins perturbé après Ramadan. Et puis s'il y a des compétitions en plein Ramadan, la plupart sont soit perdues, soit c'est pas la performance habituelle. Donc ça se planifie avant Ramadan, donc il faut vraiment s'adapter selon la période, selon le calendrier international des compétitions. Et ça se fait. Et puis vous parlez en connaissance de cause puisque vous êtes triathlète donc, et entraîneur. Donc vous avez déjà testé sur votre propre corps. J'ai présenté d'ailleurs une étude que j'ai fait déjà sur moi-même, donc Ramadan 2025, où j'ai fait une comparaison de composition corporelle, donc via un outil un bioimpédance-mètre, dont j'ai mesuré donc tout ce qui est masse musculaire, graisseuse, osseuse et hydrique avant Ramadan, pendant Ramadan et après Ramadan. Et puis j'étais sous un programme d'entraînement bien ficelé, bien étudié, même si programme nutritionnel. Les résultats ils sont impressionnants, ils sont disons motivants pour entrer plus en détail sur ce genre de recherche. Le résultat c'était une prise de masse musculaire à la fin de Ramadan avec une perte de la masse graisseuse. Et ça s'explique donc de point de vue scientifique, biochimique surtout. Donc si on planifie bien, si on se prépare avant Ramadan, c'est que le corps il va utiliser donc la masse graisseuse en tant que source d'énergie. Donc il va produire des molécules très énergisantes. Donc dites les corps cétoniques. Donc c'est des molécules qui ont 3 fois de l'énergie plus que le sucre. D'accord. Donc 1 gramme de gras ça donne 9 kilocalories, alors qu'un gramme de sucre ça donne juste 4 kilocalories. D'accord. Donc le résultat était plutôt satisfaisant pour votre étude. Et pour avoir de la masse musculaire au cours de Ramadan, c'est pas aussi facile. Donc il y avait ce programme avant Ramadan. Bien sûr, l'adaptation avant Ramadan, et puis pendant Ramadan, on parle du sommeil, de la nutrition Ramadan. C'est très important pour les athlètes d'élite surtout. Donc il faut se reposer, il faut éviter les nuits blanches. La prise de masse musculaire pendant Ramadan, elle est faisable. Pourquoi? Parce que selon les études scientifiques, il y a le pic de 2 hormones principales qui sollicitent la prise de masse musculaire, c'est la testostérone principalement et l'hormone de croissance, le hormone. Donc là, ces 2 hormones qui boostent, en fait, c'est des hormones boosters qui sollicitent la prise de masse musculaire. Donc ça, c'est faisable. Voilà. C'est faisable et la coïncidence veut que Hussein Mohamed, qui est entraîneur en athlétisme, donc est conseiller en sport, un enfant de l'ISTS, donc a déjà fait des écrits à ce sens. Il a entraîné l'Arbi Bourada, Bayara Houli, certainement durant les périodes de Ramadan. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet avant d'avoir le son de cloche de Boudardé, notre consultant? En effet, en 2010 déjà, en 2011, il y avait les championnats du monde de Daegu et en 2012, les Jeux olympiques de Londres qui ont eu lieu au mois de Ramadan. Donc déjà en 2010, on commençait à s'intéresser au niveau de la fédération, avec nos collègues, avec les entraîneurs et techniciens, comment aborder cette compétition, comment aborder les particularités de ce mois sacré de Ramadan par rapport à la performance. Donc à partir de là, on a commencé à faire nos recherches qui devaient aboutir sur des résultats, sur du concret pour les entraîneurs et dans le cadre de la préparation. En gros, on a constaté qu'il y a trois variantes, soit la gestion du mois sacré de Ramadan quand la compétition est dedans. Quand la compétition arrive
une semaine ou juste après le mois de Ramadan et l'entraînement du mois de Ramadan quand la compétition est loin de. Donc on a élaboré trois composantes, trois schémas, trois schémas pour chaque variante. Mais sans rentrer dans les détails, je pense que pour mieux gérer les turbulences du mois de Ramadan, c'est pas tellement la privation de la nutrition ou les ressources hydriques. C'est la gestion de la sociologique du mois de Ramadan. C'est-à-dire il y a des veilles. On change l'horloge biologique, c'est ce qu'il y a de plus néfaste dans le mois de Ramadan. Surtout dans nos sociétés, les Algériens, en général dans les musulmans, dans les pays arabes, parce qu'on change le rythme biologique, surtout le sommeil, et c'est ce qui donne le plus de problèmes à gérer. Bien de parler, surtout du sommeil. Et aussi, pardon. Et après, j'ai fait, par exemple, quand on a commencé à faire l'analyse des résultats, on a observé que, enfin moi personnellement, j'ai observé que la plupart des études faisaient état de l'analyse des résultats de Ramadan pendant le mois de Ramadan ou là juste après. Alors je me suis posé la question, pourquoi on ne fait pas comme on fait généralement, par exemple pour l'altitude. L'altitude, c'est on est en situation d'apoxie, il y a un manque d'oxygène, mais quand même, parmi les moyens et les méthodes d'entraînement, on a recours à l'altitude parce que après il y a le phénomène de surcompensation parce que la privation elle donne en quelque sorte, c'est le principe de surcompensation. Donc pourquoi ne pas aborder la question comme ça, c'est-à-dire la privation de nutrition des trucs hydriques et pour mieux gérer après dans des conditions normales. Vous venez d'évoquer un petit peu les circonstances qui font qu'il y a des effets quand il n'y a pas une bonne gestion durant le mois sacré. Beaucoup d'athlètes et beaucoup d'entraîneurs préfèrent éviter ces risques et c'est pour ça que beaucoup d'athlètes, notamment il y a des athlètes algériens qui n'ont pas fait le carême de grands champions et Khalfo juste après Ramadan. Voilà. Par le passé, oui. Écoutez, d'abord je tiens à féliciter nos amis qui sont en train de chercher, qui sont en train d'aborder ces sujets très délicats dans notre société d'une part. Moi je dirais, le haut niveau, il faut situer quel haut niveau. Si on va vers une compétition internationale comme les championnats du monde ou les Jeux olympiques, au mois de carême, moi je dirais, le jeune ne marche pas avec la haute performance. D'ailleurs, on n'a qu'à jeter coup d'œil sur l'exemple que Mohamed a cité tout à l'heure, c'est-à-dire Daïgou. Daïgou, il n'y a pas eu de grande performance pour nos Algériens. Oui, non, mais excusez. Juste une parenthèse. Rapidement, pour passer à handball. Pendant les Jeux olympiques, on ne faisait pas le carême. Non, on faisait pas le carême quand on était à l'étranger. Mon point de vue. Qu'il faut manger. Je ne parle pas de ça. Je dis mon point de vue. D'ailleurs, je vous encourage à faire encore des recherches. C'est très important, très intéressant et courageux d'aborder ces sujets. Par contre, mon propre point de vue, je dis la haute performance ne marche pas avec le jeune. Il ne faudrait pas mal comprendre. Nous sommes musulmans, nous sommes... Écoutez, on ne peut pas... L'entraîneur algérien, il a déjà du mal à planifier et ne pas faire des changements. Le stade Aniel s'est fermé. La séance a été annulée, la salle de musculation n'existe pas, etc. Ensuite, ça va être le mois de carême où on va dire que la haute performance marche avec les jeunes. Je suis désolé, je le dis hautement. Vous l'avez déjà dit, et vous n'êtes pas le seul. Il faudrait encore faire des recherches. Vous n'êtes pas le seul à parler de la sorte. On aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah, la semaine prochaine, puisque ça coïncidera avec la veille de Ramadan, Inch'Allah. Parlez de handball à présent, puisqu'il y a de l'actualité avec cette journée de handball. Vous avez couvert le match entre Albiar et Borj-Barej. Tout à fait, Mokhtar. Donc, ça s'est joué vendredi dernier pour le compte de la 11e journée du groupe B du championnat national. Un match intense, très équilibré dès le début, mais on a remarqué que l'équipe de Borj-Barej avait un manque physique dû notamment
aux joueurs qui ne s'entraînent pas pour manque de moyens. L'équipe d'El-Biar qui prend l'avantage, un avantage de 2-3 buts jusqu'à la mi-temps qui se termine sur le score de 16-14. En seconde période, les joueurs de Borj Bouari Ridge flanchent sur le plan physique et perdent le match 32-26. Voilà, 32-26. On va à présent écouter les sonores. Vous avez profité de la situation pour poser la question sur la situation du handball et on se retrouve juste après. Je dirais qu'il faudrait aider sur le plan infrastructurel et surtout moyens. Si ce n'était pas les moyens, je parle des finances, surtout des finances. Aider ce club. Sinon, on va vers la disparition du handball. Et on a vécu une petite période de club de performance. Le handball a vu une évolution ou une progression nette. Pourquoi pas aller vers le professionnalisme si ce n'est pas le semi-professionnel. Les joueurs actuellement vivent sincèrement des difficultés financières considérables. Donnez un petit peu de considération au handball, s'il vous plaît. Les autorités, donnez un petit peu de considération au handball algérien. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans où le handball algérien, après la Coupe d'Afrique de 2014, هنايا وين خدينا الكاس قلنا نورمالمون نزيدو نافونسي او كونتخار وين زدنا عاودنا ولينا اللور وين سمحنا في لا فورماسيون فريمون كاين بزاف لي كلاب ما همش لاتين بالتكوين تاع اللاعبين ان شاء الله نتمناو كاع الفرق وين تمد أهمية كبيرة للتكوين. لازم نجوزوا هذا ليطاب تاع سيمي بروفيسيونيل. ما كاش نونطرينور جون اللي يخلص 10 دينار ولا 15 دينار. لازم لي مويان، لازم كلش ماشي غير لي سينيور، ميم اون جون لازم لي مويان باش ان شاء الله ديسي 10 ans باش ان شاء الله بيتيت نلحقوا المستوى تاع مصر ان شاء الله. Biar entre notre équipe et l'équipe de Borj qui a été un match, on va dire, disputé, mais on sent qu'il y a un manque de motivation, surtout l'équipe de Borj. C'est ce qui a influencé sur notre équipe, bien sûr. Je pense que l'équipe de Borj, à l'instar de toutes les équipes en Algérie, souffre énormément de problèmes financiers, ce qui fait qu'ils ne s'entraînent pas dans de bonnes conditions et ils n'arrivent pas à mettre leurs joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et présenter un handball de haute facture. Je pense qu'il faudrait absolument, on a vu dernièrement le tournoi des championnats d'Afrique de notre équipe nationale, je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à plus que ça, vu déjà, pour avoir une bonne équipe nationale, il faut que les clubs soient dans de bons clubs qui font de la bonne formation. Pour qu'ils fassent ça, il faut qu'ils aient les moyens. En fait, l'équipe nationale reste le reflet des clubs. En tant que président, est-ce que c'est... Et surtout la santé des clubs, c'est la santé de l'équipe nationale. Les faits marquants de cette journée, Sidi Ahmed. Donc pour le groupe A, victoire de l'Olympique Loued 31-29 face à Wet Lilat, AB Berika 33, IC Ouergla 30, Mouloudia de Borj Bouari Ridge 28, Olympique Annaba 18, Mouloudia d'Alger 29, GS Aoura 27. Ça nous donne Mouloudia de Borj Bouari Ridge leader avec 19 points, alors que pour le groupe B, comme on l'a vu, victoire de la HBC El-Biar 32-26 face au CR Borj Bouari Ridge, CS Bir Morad Raïs match nul face à Mila, Skikda victoire 33-19 face à 0 Youssef. Ça nous donne HBC El-Biar leader avec 20 points. Merci pour ces résultats, Sidi Ahmed Bouraïb. Merci, le temps nous est imparti, donc merci Hussein Mohamed pour votre présence. Merci à vous, c'est toujours un plaisir que de partager un repas, surtout ma chère avec le docteur. Monsieur Ben Abd Salam, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, ravi d'être parmi vous et à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Merci Badro, merci Sidi Ahmed. On se retrouve lundi prochain pour d'autres informations fraîches. C'est parti.